Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont chez eux devant leur téléviseur. Et je voudrais d'entrée de jeu vous dire que Mystère va vous proposer ce soir, parmi d'autres bien sûr, un mystère dont nous ne vous avons jamais parlé jusqu'à présent. Nous avons en effet avec nous ce soir, sur ce plateau, un certain nombre, plus d'une dizaine, presque 20 jumeaux. Des vrais jumeaux. Pourquoi les jumeaux? Vous les voyez en ce moment? Eh bien parce que les jumeaux, figurez-vous, c'est un des mystères de la vie. On sait maintenant, depuis longtemps, pourquoi ils se ressemblent à ce point. C'est un problème d'hérédité génétique, on en reparlera tout à l'heure. Mais là où on n'y comprend plus rien, c'est quand il se trouve qu'ils font tout pareil. Et bien davantage parfois, quand le hasard de la vie les a séparés tout de suite après la naissance, que quand ils grandissent ensemble. Prenez par exemple Barbara et Daphné. Barbara et Daphné qui nous ont rejoints ce soir. Eh bien, on va vous raconter leur histoire. Elle est tout à fait extraordinaire. Barbara et Daphné ont été adoptées presque tout de suite après leur naissance par des familles différentes. Beaucoup plus tard, elles ont su qu'elles avaient chacune une sœur jumelle. Et quand elles se sont enfin retrouvées, elles ont découvert en se racontant leur vie qu'elles avaient eu des destinées mais identiques, parallèles, qu'elles avaient vécu les mêmes événements au même moment, et tout cela jusque dans les moindres détails. Avec l'histoire donc de Barbara et Daphné, que nous retrouverons dans quelques instants sur ce plateau, Mystère va donc aborder ce soir le mystère des jumeaux. Mais naturellement, ça n'est pas tout. Et je vous propose de voir tout de suite en quelques images le reste du programme de la soirée. Elle s'appelle Aurore. Vous vous souvenez d'elle? Elle est la deuxième au monde à avoir subi une greffe cœur-poumon en 1986. Mais saviez-vous que c'était une voyance providentielle qui avait permis à sa mère de tout entreprendre à temps pour qu'elle soit sauvée? Nous sommes en 1963, sur la côte atlantique, dans une petite ville sans histoire, quand ce sanatorium devient le théâtre de phénomènes étranges. Il n'y a aucune supercherie dans cette affaire, l'une des plus troublantes de l'histoire du paranormal. Chez les Reich, à Columbus, aux États-Unis, l'incroyable était devenu quotidien. Était-ce la petite Tina qu'ils avaient adoptée qui déclenchait inconsciemment ces phénomènes, ou était-elle le jouet d'une puissance maléfique? La question est toujours sans réponse. Il y a 50 ans, un drame s'est déroulé dans cette belle demeure en Touraine. Et si c'était l'explication des apparitions que rencontrent ces nouveaux propriétaires? Toujours est-il qu'après de longues recherches, ils parviendront à pacifier ces vieux murs. Voilà donc le programme de Mystère ce soir. Et tout de suite, Barbara et Daphné, les jumelles. Barbara Herbert et Daphné Goodchip ont 55 ans. Elles sont anglaises. Barbara vit à Douvres et Daphné à Luton, à 200 km l'une de l'autre. Elles sont nées le 27 juillet 1939. Elles sont sœurs jumelles. Pourtant, elles ne se connaissent que depuis 15 ans et ont dû surmonter beaucoup d'obstacles avant de se retrouver. Deux sœurs enfin réunies, deux femmes heureuses qui se sont aperçues que leur vie présentait d'étranges similitudes malgré leur longue séparation. Tout a commencé au mois de janvier 1939. Hélène Torensen, une Finlandaise de 22 ans, arrive en vue des côtes anglaises. Elle a quitté précipitamment son pays car elle est enceinte et veut cacher sa grossesse à ses parents. Elle a pris pour prétexte à son départ le désir d'apprendre l'anglais et pour financer son séjour a trouvé un emploi de jeune fille au père. Au mois de juillet, Hélène rentre à la clinique de Hammersmith à Londres pour y accoucher. Là, elle va donner naissance à deux petites filles, de vraies jumelles. Barbara et Daphné viennent de voir le jour. Pour la jeune maman, cette double naissance est aussi une déchirure. En Allemagne, Hitler est au pouvoir. La situation en Europe est explosive. Les parents, ignorant l'existence des deux petites filles, exigent d'Hélène qu'elle rentre en Finlande. Il faut faire adopter les petites. Elles seront sans doute plus heureuses ici. Pour cela, Hélène doit se rendre au tribunal. Les bébés sont confiés à une infirmière, mais il faut aussi signer les papiers officiels sous l'œil sévère d'un juge.
Will you please take a seat? Il la reçoit froidement et la prévient qu'elle ne pourra plus revenir sur sa décision. Si elle est sûre de son choix, elle doit signer. But if you are quite sure, will you please sign? Le destin est scellé. Hélène vient d'abandonner ses filles à un sort inconnu sur lequel elle n'aura jamais la moindre influence. Barbara et Daphné vont pouvoir être adoptées. La liste des couples qui attendent avec impatience d'adopter un enfant est longue. Hélène sait que le jour même, ses petites filles auront trouvé un nouveau foyer. Hélène peut maintenant retourner dans son pays avec au cœur une blessure qui ne se refermera jamais. L'adoption d'un couple de jumeaux est une lourde charge. Hélène ne le saura jamais. Mais alors qu'elle s'apprête à embarquer pour la Finlande, les deux petites filles qu'elle a portées 9 mois durant et auxquelles elle a donné le jour pratiquement au même instant vont être séparées. Elles ne sauront peut-être jamais qu'elles font partie d'une unité indissociable, un couple de vraies jumelles. Hélène ne reverra pas ses filles et ne se remettra jamais de cette séparation. De retour en Finlande, elle se marie et suit son époux en Allemagne. C'est dans ce pays qu'elle se donnera la mort en 1942. Chacune dans leur famille, Barbara Sandels et Daphné Neilward grandissent paisiblement, séparées par des centaines de kilomètres et l'ignorance mutuelle de leur existence respective. Hello, Dad. La famille de Daphné vit à Bedford, à une centaine de kilomètres au nord de Londres. Ce sont des gens simples et travailleurs. Mes parents étaient des gens ordinaires. Je n'étais pas brillante à l'école. Je haïssais les sports, les maths. Et j'aimais les arts. Barbara, elle, est élevée à Londres. Ses parents sont de modestes employés et sont déjà d'un âge assez avancé. J'ai eu une enfance normale. J'étais nulle en maths. Je n'aimais pas le sport. J'aimais la peinture, les choses comme ça. Mais pour ce qui est des maths, je n'étais pas douée. Élevées séparément, les deux sœurs partagent sans le savoir les mêmes goûts. Suzel Fusobrecht, docteur S-Sciences, a étudié des centaines de jumeaux. Elle tente d'expliquer leur ressemblance. Les jumeaux vrais se ressemblent énormément, tout simplement parce qu'ils ont le même génome. Ils ont les mêmes éléments génétiques, parce que l'ovule se divise dans un stade très précoce du développement et donne naissance à deux jumeaux parfaitement identiques, possédant le même génotype, les mêmes gènes. La mère de Daphné lui révèle dès qu'elle est en âge de le comprendre qu'elle a une sœur jumelle. You are one of a twin. You have a sister. Sister? Je pensais que ma mère naturelle était partie en Australie et qu'elle avait emmené ma sœur jumelle. Je ne sais pas où j'avais été chercher ça, mais c'est ça que je pensais. J'ai eu une enfance très heureuse. Il ne me manquait rien et je n'aurais de toute façon pas cherché à retrouver Barbara avant que ma mère ne meure. On ne veut pas faire de peine aux parents qui vous ont élevés. La seule chose que je voulais vraiment savoir, c'était où j'étais née. Barbara n'a que 11 ans quand Monsieur Sandels, son père adoptif, meurt brutalement. Madame Sandels, elle aussi, disparaît quelques années plus tard. Barbara est à nouveau orpheline. Elle ne sait toujours pas qu'elle a une sœur jumelle. La vie est difficile dans l'Angleterre d'après-guerre. La jeune fille doit abandonner ses rêves d'artiste pour se lancer dans la vie active. Exactement à la même époque, Daphné abandonne elle aussi ses études afin de gagner sa vie. Elles ne se connaissent pas et pourtant le courant de la vie entraîne Daphné et Barbara sur des pentes étrangement similaires. Elles se ressemblent jusque dans la faiblesse à la cheville dont elles souffrent toutes deux.
Ce petit inconvénient ne les empêche pas cependant d'aller très souvent au bal. Barbara passe maintenant presque tous ses week-ends à Douvres chez une amie. Les distractions sont rares dans la petite ville au bord de mer, mais tous les dimanches en fin d'après-midi, il y a bal à la mairie. Barbara trouve bien l'ambiance un peu désuète, mais c'est quand même l'occasion de sortir et de se faire des amis. À 17 ans, Barbara est à l'âge où l'on pense à l'amour. Et Frank Herbert ne lui déplaît pas du tout. Quant au jeune homme, il ne semble pas indifférent au charme de Barbara. Chacun de leur côté, ils attendent avec impatience le dimanche pour se retrouver. Dans la semaine, Frank écrit tous les jours à Barbara, qui vit encore à Londres. Les mois et les années passent. Enfin, Barbara se décide. Elle devient, à l'âge de 22 ans, Madame Herbert. C'est exactement au même moment et dans les mêmes circonstances que Daphné rencontre et épouse Peter Goodship. Le lendemain de son mariage, Barbara examine son certificat de naissance. Elle découvre avec stupeur qu'elle a une sœur jumelle. À partir de ce jour-là, elle n'aura de cesse de la retrouver. C'est comme une partie de vous-même. On ne peut pas s'empêcher de vouloir savoir. Mais c'est une partie de vous-même. Vous savez que quelqu'un est là. Et quand vous êtes une enfant adoptée, c'est votre famille de sang. C'est la seule chose qui fasse vraiment partie de vous. Pour les deux femmes arrive le temps de la maternité. Étrangement, leur vie de mère sera rigoureusement la même. Leur première grossesse à toutes deux se solde par une fausse couche. Elles donnent ensuite chacune naissance à un premier puis à un second fils et ont enfin chacune une fille. Les ressemblances physiques sont d'abord liées à leur génome, à leur gène identique, incontestablement. Quant au déroulement de leur vie, il y a évidemment des événements astrologiques similaires, parce qu'elles ont tout de même les mêmes ciels, les mêmes positions de planètes. Par conséquent, le facteur astrologique doit être considéré au même titre que les autres facteurs dans la différenciation des deux jumeaux. Pour obtenir l'autorisation de contacter sa sœur, Barbara fait appel à la Cour de justice de Westminster. En même temps, elle fait passer des annonces dans les journaux. Daphné, elle, n'a jamais entrepris la moindre recherche. Mais cependant... À peu près au moment où Barbara s'est mise à me rechercher, de mon côté, j'ai été attentive aux annonces personnelles dans les journaux pour voir s'il y avait des messages. Je ne sais pas vraiment ce que je cherchais. Et puis, en 78, l'article est paru dans le journal. Aidez-moi à retrouver ma sœur jumelle. J'ai regardé. Les yeux étaient différents, mais le sourire était le même. Alors j'ai écrit ou téléphoné au journal. Et puis, plus rien. Alors je me suis dit que peut-être ce n'était pas ma sœur. Barbara et Daphné étaient à deux doigts des retrouvailles. La loi est telle que les juges n'ont pas le droit de révéler à Barbara l'identité de sa sœur. Ils contactent cependant Daphné. Si elle le désire, elle est autorisée à lui écrire, mais seulement par leur intermédiaire. En juin 1979, Barbara reçoit enfin la lettre tant attendue. Elles fixent un rendez-vous. Barbara viendra chercher Daphné à la gare. Chacune de leur côté, les deux sœurs sont envahies par l'impatience et la curiosité. Dans leurs esprits, les questions se bousculent. Se ressemblent-elles? Ont-elles les mêmes goûts? Que vont-elles se dire? À cet instant, elles sont loin d'imaginer à quel point leur parcours est similaire. Après 40 années de séparation, Barbara et Daphné sont enfin réunies. Nous n'avons pas pleuré, il n'y a pas eu de larmes. C'était comme si nous étions toujours connus. On a ri, on a plaisanté, c'était merveilleux. Nous avons oublié de présenter nos époux l'un à l'autre car nous pensions qu'ils se connaissaient de toute façon. Nous ne sommes pas très émotionnels. C'était comme de retrouver une vieille amie qu'on n'aurait pas vue depuis très très longtemps. Ça n'était pas plus étrange que ça.
Comment les gènes agissent-ils sur notre destin? Le professeur Thomas Bouchard a étudié plus de 200 couples de jumeaux séparés à la naissance. Personne ne sait comment l'on passe des gènes au comportement. Cela reste à résoudre. Ce qui est surprenant pour nous, c'est que les jumeaux se ressemblent sur des traits de type très différents. Traits de personnalité, vocation, capacité mentale, habitude, posture, la manière dont ils s'assoient, leur manière de bouger, leur sens de l'humour. Toutes ces choses semblent influencées par la génétique. Il est difficile de comprendre comment les gènes peuvent influencer toutes ces choses. Alors ce que nous avons fait, c'est de poser le problème, afin que les généticiens puissent peut-être un jour l'expliquer. Les similitudes qui existent entre les destins de Barbara et Daphné et que l'on retrouve chez la plupart des couples de jumeaux séparés à la naissance sont troublantes. Sont-elles dues uniquement au fait qu'ils ont des gènes identiques? La position des astres au moment de leur naissance a-t-elle déterminé leur destin? Quelle est exactement l'influence du milieu dans lequel nous grandissons? Les hasards de la vie sont-ils déterminés par une combinaison de ces multiples facteurs ou bien les conditions de notre existence sont-elles fixées à l'avance? À ce jour, les scientifiques ne savent toujours pas résoudre ce mystère. Et voici donc Barbara, it's you? Daphné et Barbara parmi nous. L'histoire ne mentait pas, vous voyez, elle rit tout le temps. Depuis qu'elles sont arrivées sur ce plateau, elle n'arrête pas de rire. Christian va m'aider pour traduire vos réponses. Qu'est-ce que ça vous a fait, à part de vous faire rire, de revoir votre vie? Apart from just laughing, what feeling did you get out of watching this movie? Don't forget to talk into the microphone. Des sentiments mélangés. Je crois qu'on les appelle, les Giggle Twins. Voilà, on les appelle les ricaneuses. Les ricaneuses. Oui. Montrez-nous votre petit doigt, parce qu'on n'a pas vu suffisamment dans le film. Ouais. Bon, ça, héritage génétique, c'est évident. Est-ce que vos maris se connaissent? Our husbands, yes, they got on very well together. Ils s'entendent très bien, ils se connaissent. They were very quiet men. Dans la force des choses, je crois que ce sont des gens très calmes. Écoutez, Barbara et Daphné sont absolument impossibles. Je vous le disais au début de l'émission, nous avons beaucoup d'autres jumeaux qui nous ont rejoints ce soir. Est-ce que l'histoire de Barbara et de Daphné évoque quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Est-ce que vous avez une forme de communication autre que... Oui, par exemple? Comme un peu disaient les autres jumelles, enfin, on fait un peu de la télépathie. Vous êtes mariés? Oui. Toutes les deux? Vous êtes mariés le même jour, comme Barbara et Daphné, non? Non. Mais à beaucoup d'intervalles? 1 an d'intervalle. 1 an d'intervalle? Laquelle s'est mariée la première? Catherine. Et vous, qu'est-ce que ça vous a fait alors? C'était horrible. Il y a de la jalousie entre horrible. Il y a de la jalousie entre des jumelles? Oui. Je vous remercie de ces témoignages. Bien. Je retourne maintenant vers nos invités qui ne sont pas, eux, des acteurs de la gémellité, mais des observateurs. Alors, parmi ces invités, Elisabeth Tessier, que tout le monde connaît. Pourquoi? Bien sûr, à cause de l'influence des astres au moment de la naissance. Et puis, Michel Carlier. Michel Carlier, qui est professeur à l'université de Reims, et également chercheur au CNRS en génétique, j'imagine. Qu'est-ce que vous inspire, Michel Carlier, l'histoire quand même assez extraordinaire de Daphné et Barbara? Les scientifiques ne raisonnent pas sur des cas individuels, mais travaillent sur des populations. Donc, j'attends d'autres témoignages, si vous voulez. Or, il n'est pas sûr qu'ils soient là ce soir, ces autres témoignages. C'est ce qu'on va voir. En fait, il n'y a pas de consensus général entre les scientifiques. Bon, Thomas, que les Américains appellent Tom, a présenté sa propre conviction, c'est-à-dire qu'il met l'accent sur les ressemblances. Effectivement, ces jumeaux élevés séparément se ressemblent en tout. Mais si vous lisez ces articles, on peut y voir beaucoup de différences. Et vous prenez une autre équipe américaine qui travaille, par exemple, avec des Finlandais, et ils mettent l'accent sur les différences et sur le fait que quand les jumeaux se voient beaucoup, ils se ressemblent plus.
Moi, par exemple, ce qui m'intéresse chez les jumeaux, c'est qu'ils diffèrent. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on reprenne cette conversation. Je vais vous montrer une enquête que la production de Mystère a effectuée aux États-Unis sur le cas aussi de 2 jumeaux séparés à leur naissance. Elisabeth Tessier les connaît bien. Mystère est allé les retrouver aux États-Unis, il les a interrogés. Alors là, vraiment, si c'est le hasard fait bien les choses. Je vous demande de suivre l'histoire des frères Jim. Ces 2 hommes sont frères jumeaux et vivent aux États-Unis. Ils ont été adoptés à la naissance par 2 familles différentes qui, sans le savoir, leur ont donné le même prénom, Jim. C'est la première de toute une série d'incroyables similitudes qu'ils ont découvertes lorsqu'enfin ils se sont retrouvés à 40 ans. Je suis né le 19 août 1939. J'ai un frère jumeau. Et 3 semaines après notre naissance, mon frère jumeau et moi avons été séparés et placés dans un orphelinat. Peu après, nous avons été adoptés séparément. Les jumeaux Jim, ainsi qu'on les appelle en Amérique, vont vivre toute leur enfance et une bonne partie de leur vie d'adulte sans jamais se rencontrer ni communiquer d'aucune manière. Pourtant, ils habitaient à peine à 100 km l'un de l'autre et passaient leurs vacances au même endroit. Cependant, malgré une longue séparation, de mystérieux liens les unissent. Quand j'ai été assez grand pour comprendre, ma mère m'a révélé qu'on lui avait dit que j'avais un frère jumeau. Mais elle n'était pas sûre qu'il soit encore en vie. Elle m'a dit que quand je serais grand, si je le voulais, elle m'aiderait à le retrouver. En 79, les 2 Jim se retrouvent enfin. Le professeur Bouchard, qui étudie les étranges similitudes entre jumeaux élevés séparément, les invite à l'université du Minnesota. Jim Springer et Jim Lewis sont les tout premiers jumeaux de notre étude. Nous avons eu beaucoup de chance. Ils sont probablement plus ressemblants que la moyenne des jumeaux que nous étudions. Si vous regardez de très près, vous verrez qu'ils ont des petites pointes dans leurs sourcils, de petites touffes de poils qui dépassent. Je me suis penché et j'ai dit, je veux les compter. Je m'en souviens, il y en avait 7 et ils les avaient sur chaque sourcil. N'est-ce pas frappant? Comment d'aussi petits détails peuvent être similaires? Il y a d'autres ressemblances étonnantes. Les Jim fument la même marque de cigarettes, boivent la même marque de bière, conduisent la même marque de voiture et souffrent tous 2 de fortes migraines. Et ça n'est pas tout. Nos fils aînés s'appellent tous 2 James Allan. Mon frère jumeau a été marié à une femme nommée Linda, maintenant Betty, et moi aussi. C'est étrange. Mais même nos chiens avaient le même nom, Toy. Ça, c'était durant notre enfance. Et par la suite, nous avons tous les 2 été dans la police. Au laboratoire du professeur Bouchard, les Jim ont été soumis à toute une série de tests médicaux et psychologiques. Les 2 profils étaient tellement similaires qu'on pouvait totalement les superposer. J'avais moi-même fait ce test plusieurs fois quand j'étais plus jeune, et ces 2 jumeaux se ressemblaient plus que je me ressemblais moi-même à 2 années d'intervalle. J'étais sidéré par leur ressemblance. La génétique ne peut toujours pas expliquer toute leur ressemblance. En tout cas, depuis qu'ils se sont retrouvés, les jumeaux sont inséparables. Il y a un lien très fort. C'est très dur à expliquer. Bien que Jim et moi n'ayons été que 15 ans ensemble, c'est comme si nous avions été ensemble toute notre vie. C'est vrai. Avouez quand même que l'histoire des frères Jim est assez troublante. Cela dit, Elisabeth Tessier, depuis le temps qu'on tourne autour du pot, vous, évidemment, on imagine quelle est votre thèse. Mais revenons à Barbara et Daphné. En fait, l'astrologie explique par le fait des influences cosmiques qui ont présidé à notre naissance et qui nous donnent un certain canevas psychologique au départ, avec une modulation du destin qui va ensuite se dévider, un peu comme une pelote de laine, et qui va être parallèle pour les gens qui ont ce même canevas de départ, c'est tout. Des gens qui sont nés, je vous vois venir, qui sont nés au même endroit, à la même heure, mais de parents différents. Voilà. Dans la longue liste des jumeaux astrologiques ou des sosies cosmiques, comme vous les appelez, que vous citez dans votre livre, il y a un cas absolument étonnant qui remonte au XVIIIe siècle en Angleterre. Je voudrais que vous nous la racontiez, celui-là.
Alors ce sont deux hommes qui naissent le 4 juin 1738 dans une paroisse anglaise et dans des milieux complètement différents. Ils grandissent en même temps, bien entendu, contractant les mêmes maladies en même temps. Ils héritent de l'affaire familiale le même jour, se marient le même jour, à savoir le 6 septembre 1761, donc c'est connu, et ils ont le même nombre d'accidents, et puis quoi d'autre? Ils ont les mêmes accidents, le même nombre d'accidents en même temps, et ils ont le même nombre d'enfants, garçons et filles, et finissent par mourir le 29 janvier 1820 à 1 heure d'intervalle. Alors la chute de l'histoire, et c'est ça qui est très beau, et qui garde, disons, qui fait rêver, c'est que l'un des deux était Samuel Hemings, un obscur quincaillier des faubourgs de Londres, et puis l'autre était George III d'Angleterre. Formidable. Alors là, c'est fabuleux parce que ça montre à la fois les ressources et les limites de l'astrologie. Parce qu'au départ, je pense que, eh bien, il aurait été impossible de dire, puisqu'ils avaient le même thème astral, qui allait devenir roi et qui allait devenir quincaillier. C'est quand même une dimension. C'est-à-dire que les destins sont quelque part identiques, mais voilà, bien sûr, il y a une différence de milieu socio-culturel qui explique la différence des vies. Complètement. Et je pense que le roi devait être bricoleur et que le quincaillier était un petit roi dans son quartier. Bon. Enfin, je sais pas. Il faut trouver quelque part, sur le plan symbolique, il y a un parallélisme complet. J'imagine, Elisabeth Tessier, que beaucoup de nos téléspectateurs, ainsi que beaucoup de nos invités qui sont là présents ce soir, vont aller regarder l'état civil si jamais ils n'ont pas un jumeau cosmique pour voir s'ils ont connu des destins identiques. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à Barbara et Daphné. Et merci aussi au Club des jumeaux européens, c'est bien cela ? Au Club des jumeaux européens, grâce auquel nous avons pu réunir ce soir tous ces jumeaux sur le plateau de Mystère. Merci. Nous allons maintenant complètement changer de sujet avec l'histoire qui suit. C'est une très très belle histoire, très très dure aussi, que certains d'entre vous ont certainement en mémoire. Vous vous souvenez en effet sans doute de la Petite Aurore. La Petite Aurore, pour laquelle la presse française s'était mobilisée au début de l'été 85. Il y avait une chaîne de solidarité extraordinaire afin de récolter les fonds qui seuls pouvaient permettre l'opération Cœur-Poumon, qui était la seule intervention susceptible de sauver la Petite Aurore. D'ailleurs, l'opération a réussi. Aurore est là avec sa maman ce soir et nous les retrouverons tout à l'heure. Mais ce que personne n'a su jusqu'à présent, c'est qu'à l'époque, la maman d'Aurore avait été en quelque sorte prévenue de tout ce qui allait arriver, et c'était un véritable parcours du combattant. Et elle en avait été prévenue parce qu'un beau jour, par hasard, alors qu'elle était sûre que sa petite fille allait très très bien, elle est allée chez une voyante comme ça pour voir. Regardez. Cet enfant de 14 ans s'appelle Aurore Boiseau. Entre elle et sa mère Nadège règne une complicité exceptionnelle. En voyant le bonheur simple et tranquille qui émane de leur relation, on est loin d'imaginer qu'il y a plus de 10 ans, elles ont traversé ensemble une épreuve terrible qui a tissé en elles et pour toujours un lien indestructible. Cette épreuve qu'on ne pouvait prévoir en aucune manière leur avait été étrangement annoncée. Début 81, au cours d'un déjeuner professionnel, ma responsable nous parle d'une divinologue, Danielle Verne, et nous sommes toutes très intéressées, dont moi, et je prends les éléments de cette femme, plus dans un excès de curiosité que par nécessité, puisque j'ai une situation de famille normale, mariée, une petite fille, mais alléchée par les propos de ma responsable, je décide que je vais prendre rendez-vous très vite. Le 7 mars 1981, Nadège, pour la première fois de sa vie, est en consultation chez une divinologue. La séance avec Nadège a été très perturbante d'une certaine manière parce que moi, je voyais ce qui allait arriver et elle était à 1000 lieues de vouloir même le croire. Nadège est venue consulter car elle s'interroge sur son avenir professionnel. Mais la consultation va très vite prendre une tournure inattendue. La voyante lui annonce un déménagement en province, mais pour Nadège, il n'est pas question de quitter Paris. La prédiction qui va suivre va soulever en elle le trouble et la colère, car elle va toucher à ce que Nadège a de plus cher au monde. Vous avez un enfant en bas âge? Oui, une fille. Vous l'ignorez, mais votre fille est très malade.
subir une terrible épreuve. La voyante perçoit des images d'hôpital, de radiographie, et conseille vivement à Nadège de faire examiner Aurore, sa petite fille, qui n'est alors âgée que d'1 an et demi et qui est apparemment en pleine forme. Elle me parle d'un départ précipité de Paris en fin d'année 81. Elle m'évoque beaucoup de problèmes, voire l'enfer qui m'attendait. Et tout au bout de cette consultation, elle me promet la victoire pour mon enfant. Et elle finit, les derniers mots de Daniel Verne furent « Inutile de m'appeler, les journaux parleront de votre histoire ». Quand je sors de ce cabinet, je pense qu'elle est folle, qu'elle a dû être très contrariée avant cette consultation et je payais le tribut d'une grosse contrariété la concernant. Je pense que cette femme délire. Nadège trouve cette prédiction ridicule et elle n'en tient pas compte. Pourtant, quelques mois plus tard, elle est assaillie par d'horribles cauchemars. Le premier rêve, je téléphone à ma mère qui me dit « T'inquiète pas, j'ai rêvé aussi que je te perdais ». Le deuxième rêve, je me dis que je suis sûrement très fatiguée. Et le troisième, comme ça tombe sur un jour de repos le lendemain, je décide d'emmener ma fille à l'hôpital. À cet instant, rien ne laisse supposer que la petite Aurore est malade. Elle n'a aucun symptôme et si Nadège l'a emmenée à l'hôpital, c'est plus pour se rassurer que parce qu'elle a vraiment peur. Le médecin est lui-même étonné des raisons confuses de cette visite, mais il fait tout de même une consultation approfondie. C'est en écoutant le cœur d'Aurore qu'il va soudain commencer lui aussi à avoir des doutes sur la bonne santé de l'enfant. Quelque chose le trouble. Ce qu'il perçoit est infime, mais il veut tout de même s'assurer que la petite fille n'a rien de grave. Nadège est soudain prise de panique. Se pourrait-il que la voyante ait dit vrai ? À la lecture des radiographies, le médecin pâlit. La petite Aurore souffre d'une malformation du cœur et des poumons. Elle ne pourra certainement pas atteindre l'âge adulte. Dehors, Nadège attend, dévorée par l'inquiétude. Pourtant, elle est loin d'imaginer la gravité de la situation. Ah, Madame Antoine. Eh bien, il va falloir faire des examens supplémentaires. Votre fille souffre d'une malformation cardiaque. Je ne vous cache pas que c'est assez sérieux. Je vais constituer le dossier et je viendrai vous revoir tout à l'heure pour vous expliquer tout ça. Attendez-moi là en attendant. Ne vous inquiétez pas. Aurore présentait une cardiopathie. Cette cardiopathie atteint le cœur et les poumons. Conclusion, ne changer que le cœur n'aurait servi strictement à rien, puisque les poumons étaient également atteints et ne fonctionnaient plus correctement. La sanction à l'époque était la mort, puisque aucune équipe ne faisait l'intervention greffe cœur-poumon chez l'enfant. À partir de ce moment-là, la vie de Nadège va basculer. Dans son esprit, tout se bouscule. La consultation chez la voyante, les paroles des médecins, ils ne lui ont laissé aucun espoir. Pour eux, Aurore est condamnée puisque toute greffe est impossible. Pourtant, Nadège refuse d'attendre l'issue fatale sans rien faire. Elle veut se battre. Comme la voyante l'avait prédit, elle déménage. Nadège s'installe dans le sud de la France pour que sa fille respire un air plus sain qu'à Paris. Les années passent. Aurore a maintenant 5 ans. Sa maladie s'aggrave et elle a de plus en plus souvent besoin d'une assistance respiratoire. Mais Nadège ne baisse pas les bras. Elle s'adresse au plus grand professeur dans le monde entier. La réponse qu'elle reçoit est toujours la même. Rien ne peut être tenté avant la puberté. Mais sa petite Aurore pourra-t-elle tenir jusque-là ? À chaque instant, son cœur peut lâcher. Et Nadège vit dans l'angoisse permanente de la perdre. Durant les 3 années qui suivent, je fais une recherche mondiale en ciblant tous les centres cardiothoraciques, donc les centres de greffe. J'avoue que j'envoie beaucoup de dossiers aux États-Unis parce que je ne dis pas que les premières se passent là-bas, mais en général, on a l'impression qu'ils osent avant nous. Donc je tapais beaucoup, enfin je ciblais beaucoup les États-Unis et il y a eu 4 ans de recherche. Pendant ces 4 ans, Aurore s'est dégradée sur le plan santé. Le docteur de Necker avait raison. Elle s'est mise à manquer d'oxygénation de plus en plus, à bleuir de plus en plus. Donc pas d'école, donc pas de trop d'efforts, éviter les contrariétés.
Enfin, le 6 mars 1985, Nadège apprend dans un journal que la première greffe mondiale cœur-poumon réalisée sur une petite fille a réussi. Immédiatement, elle prend rendez-vous avec le docteur Madji Yacoub qui a réalisé cette greffe à Londres. Je prends contact avec le docteur Yacoub que je vois en juin 85 à Londres. Il me dit qu'il va opérer Aurore, mais qu'il faut pour cela attendre vraiment, si je puis dire, le top de la maladie, qu'on arrive vraiment au finish de la maladie. Pourquoi ? Parce que M. Yacoub n'a tenté qu'une première mondiale sur un enfant, et il attend de savoir si les organes vont grandir avec le corps avec les organes, comment l'enfant va réagir, et il préfère avoir des données sur 6 mois, 1 an, avant d'opérer mon enfant. Mais Nadège va très vite se heurter à un autre problème. L'opération est extrêmement coûteuse et elle n'a pas les moyens de l'assumer seule. Elle a alors l'idée de s'adresser à un journaliste du Provençal pour qu'il fasse connaître au grand public son désespoir et le caractère vital de l'opération d'Aurore. Peut-être quelqu'un réagira-t-il à sa détresse. Ah, la pauvre femme était vraiment au bout du rouleau. Elle n'en pouvait plus. Elle était face à une équation qu'elle ne pouvait plus seule arriver à résoudre. Elle se trouvait face au mur de l'administration et en même temps face au drame de la mort ou de la vie de sa propre fille. Les chances qu'Aurore avait d'abord de pouvoir supporter l'opération et ensuite d'en tirer vraiment tout le profit qu'elle pouvait en espérer apparaissaient minimes. Mais minimes, non pas pour le journaliste que je suis, mais pour les médecins que j'avais consultés. Mais si le Provençal a accepté finalement d'être le détonateur, l'initiateur de cette chaîne de solidarité qui ensuite s'est répandue non seulement à Marseille, puis dans la Provence, puis à travers toute la France, c'est parce que quelque part, il y avait un cas humain qui justifiait dont l'authenticité, dont la vérité justifiait que le risque soit assumé. Et soit assumé par la mère, par l'enfant, mais aussi par nous et par nos lecteurs. Le geste de Nadège a des répercussions étonnantes. La France entière est émue par le cas d'Aurore. Toute la presse se mobilise et certains artistes organisent des galas afin de recueillir des fonds. Le fait qu'une petite fille et sa vie qui dépendent de si peu de choses et de tant de choses à la fois, ça m'avait touché d'une façon simple, comme ça aurait touché n'importe quel père de famille. Tout faire pour sauver la petite Aurore, cette fillette de 5 ans atteinte d'une malformation cardiaque et pulmonaire, doit être opérée pour aider les parents. En novembre 85, je décide d'aller revoir Daniel Verne à Paris et je viens m'excuser auprès de cette femme parce que une telle clairvoyance je ne sais pas s'il faut dire clairvoyance ou voyance, je l'ignore, mais sur 4 ans, c'est quand même fort. La petite Aurore va-t-elle pouvoir enfin être sauvée après toutes ces années d'angoisse et d'attente ? En novembre 1985, Nadège est à nouveau en face de Daniel Verne. La voyante lui affirme qu'Aurore va s'en sortir, mais il y a encore une épreuve à subir. D'après elle, il y aura 2 tentatives. La première échouera, mais la seconde sera un succès. Cette fois, Nadège est à l'écoute, et même si tout n'est pas encore fini, les paroles de Daniel Verne la rassurent. Oui, la première opération sera un échec, mais la deuxième sera un succès. Je comprends pas très bien. Dans ce genre d'opération, c'est tout ou rien. Je vous assure, il y aura 2 tentatives, et c'est la deuxième qui sera la bonne. Croyez-moi. Enfin, dans la nuit du 22 juin 1986, Nadège reçoit un appel de Londres. Un donneur italien va peut-être permettre de tenter l'opération d'Aurore. Il faut d'urgence l'emmener à Londres par avion sanitaire, pendant que les organes sont acheminés par la route pour passer la frontière italienne. Chaque minute compte. L'opération dépend maintenant de la vitesse à laquelle les organes arriveront. Moins de 2 heures plus tard, Aurore arrive à l'hôpital de Londres. Au même moment, les organes parviennent à la frontière italienne. À l'hôpital, on prépare Aurore à subir l'opération, mais les heures défilent. Les organes sont bloqués à la frontière italienne. S'ils n'arrivent pas dans l'heure qui suit, ils ne seront pas en état d'être greffés. À 5 heures du matin, le médecin apprend qu'ils sont toujours en Italie. Cette fois, c'est trop tard. Aurore était très bien préparée psychologiquement à cette intervention. Et là, a été tellement déçue un coup oui, un coup non, et ceci au fil des heures et des heures. Pour bien prévenir Aurore et du moins la maintenir en vie dans des conditions psychologiques acceptables, je décide de rester sur place à Londres. Et 1 mois après, un donneur se présente, je suis prévenue à 11h du soir. Enfin, le 25 juillet 1986, l'opération est tentée. You'll get him back soon. T'inquiète pas, je m'en occupe. On t'attend, mon bébé.
Nadège voit avec effroi se fermer les portes sur le petit brancard qui emmène sa fille. Et si l'opération ratait? Et si le corps d'Aurore faisait un rejet des organes? Pourtant, elle trouve encore la force d'être confiante. D'après la voyante, la deuxième tentative sera un succès. Pour tenir le coup, Nadège se remémore ses paroles. Et enfin, quelques heures plus tard, le médecin lui annonce que l'opération s'est très bien passée. Everything went very well. La petite fille est sauvée. Son corps ne fera pas de rejet. Aurore est la deuxième enfant au monde à avoir subi avec succès une greffe cœur-poumon. Est-il possible de n'imputer la précision et la justesse de ses prédictions qu'au simple hasard? C'est gentil d'être venu avec Aurore parce que j'imagine que ça doit être parfois pénible de revoir cette histoire, non? Non, je l'ai écrit, pour exorciser. Et en fait, ce que vous faites aujourd'hui est un message d'espoir pour beaucoup d'enfants. Et toi, Aurore, ça t'a pas fait quelque chose de revoir tout ça? C'est émouvant. Tu trouves ça émouvant? Tu vas bien? Oui, très bien. Dites-moi, Madame Boiseau, manifestement, depuis, on vous comprend. Vous y croyez? Bien évidemment. Écoutez, je dis aujourd'hui, j'y crois, évidemment, oui. À côté d'Aurore, il y a la famille De Santi, Vincent, sa sœur, sa maman, et Monsieur De Santi. Et je vais vous prendre votre micro pour le donner à Monsieur De Santi parce que, vous allez voir, il est arrivé quelque chose d'assez semblable, ou plutôt c'est arrivé à Vincent, mais enfin Monsieur De Santi a eu aussi, grâce à une voyante, peut informer à temps, je crois, de quelque chose de grave. Tout à fait, parce que nous, de notre côté, on savait très bien que Vincent était malade, il était condamné, et lors du diagnostic du docteur, il nous a fermement, et puis le couperet, est tombé d'un coup, il nous a annoncé que Vincent était condamné, il ne pouvait pas vivre au-delà de 20 ans, mais grâce à des amis qui nous ont permis, d'un côté, de nous faire connaître Génia, et qui était ici, Génia, voilà, je la remercie encore une fois. Grâce à Génia, donc, elle nous a reçus gentiment dans son bureau, nous a dit toute la vérité, elle n'a rien caché. D'une part, elle nous a dit qu'elle n'était pas médecin, elle nous a dit que Vincent pouvait être sauvé. Bon, moi, de mon côté, j'étais tout à fait sceptique, je ne croyais pas à ces choses-là. Mais elle nous a dit qu'il pouvait être d'une part sauvé par une greffe de moelle osseuse, et la seule personne qui pouvait la donner, c'était sa sœur Jeanne. C'est donc vous qui aviez vu l'issue heureuse de ce très très grave accident de santé. Oui, de Vincent donc, qui a... Et vous êtes restés apparemment assez liés ensemble. Bien sûr, oui. Bien. Bon, nous allons parler d'autre chose parce que ce qui est en cause ce soir ici, une fois de plus, c'est la voyance. Alors, pour en parler ce soir, vous reconnaissez Daniel Verne peut-être, ma consoeur Anne Placier qui s'est livrée à une très très vaste enquête sur la voyance, Gérard Majax que nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau de Mystère. Gérard, Juliette Delaforêt, que les téléspectateurs de Mystère reconnaissent sans doute, et le docteur Bruno Duroux, qui est neurochirurgien à Bordeaux, qui s'intéresse beaucoup à tous les problèmes dits paranormaux. Bon, alors, Gérard, on vient de raconter deux histoires qui, sur le plan humain, sont terriblement émouvantes, vous en convenez, hein? Vous posez la question, si vous y croyez, c'est un peu une question stupide, vous connaissant. Mais enfin, quelle autre question vous posez, Gérard? Ah non, mais là, c'est étonnant, hein. Il y a des images comme ça, c'est incontestable. Moi, personnellement, dans le domaine psychique, je pense que les voyantes, et même des fois les guérisseurs, ont des visions étonnantes et on ne peut pas, c'est vraiment idiot de dire c'est pas vrai, parce que on en a tous eu des visions de ce genre dans la vie. Et là, on peut pas dire il y a aucune tricherie, il faut pas aller chercher des tricheries dans tous ces domaines. Donc vous n'écartez pas les prémonitions, les flashs de voyance, etc. Voilà, prémonition, voyance, impression de télépathie, parce que ça c'est encore quelque chose de plus complexe, mais moi j'ai rencontré des cas de ce genre, et j'en parle des fois avec des amis rationalistes, vous savez, ceux qui veulent toujours tout expliquer, et là je reconnais que ça a vraiment sa place dans les mystères. Cette histoire, elle est tellement émouvante, et l'autre aussi, qu'on est obligé de dire chapeau. Anne Placier, votre voisine, Gérard, qui s'est livrée pendant 3 ans à une enquête sur des dizaines, voire des centaines, 250 voyantes en France. Numérologue, tarologue. Comme Elisabeth Tessier vous le dira, ce n'est pas la même chose. Et ça vous a permis donc de constater l'existence de ce don. Bien sûr, oui. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en prévision de l'émission de ce soir, Anne Placier, sans rien dire à Juliette, l'a testé.
Qu'est-ce que ça a donné? Écoutez, je peux vous dire que Juliette est une bonne voyante parce que lors de mes 250 consultations, pour moi, une bonne voyante est déjà quelqu'un qui peut vous dire des choses sur votre passé, sur votre présent. Juliette m'a demandé ma date de naissance, non pas parce qu'elle est astrologue ou numérologue, mais parce que ça lui sert de support à sa voyance. Et elle a commencé par me donner des dates importantes du passé, les rencontres sentimentales, le mariage, les enfants. Et autrement, pour le présent, elle m'a décrit ma famille avec les enfants, le prénom pour l'un, l'âge pour l'autre. Elle m'a décrit le caractère du mari, elle m'a décrit mon entourage, et en me donnant des prénoms, en me donnant des âges, et en me les décrivant de telle façon que j'avais l'impression qu'elle les connaissait depuis toujours. Bon, on va se rendre avec Gérard et Juliette à cette table. Voilà, ça c'est un bout de papier à moi, ne craignez rien, ça ne peut pas polluer ni perturber l'expérience. Alors, Gérard, expliquez-nous le protocole que vous aviez prévu. Voilà, il y a 2 enveloppes fermées. Chacune contient l'enveloppe numéro 1, elle est marquée numéro 2, contient une photo d'un personnage connu, mort ou vivant, du domaine soit du spectacle, soit de la politique. D'accord. Certaines méchantes langues diront que ça se rejoint. Et voilà une enveloppe que je vous laisse, qui est donc le résultat. Il y a dedans l'enveloppe 1, l'enveloppe 2, vous avez les résultats sur une liste qui ne sera pas touchée, que vous ouvrirez vous-même. Je la mets tout de suite dans ma poche. Non, laissez-la sur la table, c'est mieux, comme ça. On ne pourra pas dire que vous êtes complice, Monsieur Ballot. Juliette, à vous de jouer, vous en prenez qu'une et vous choisissez. Il pourrait avoir le tempérament d'un homme. Mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Je vois quelqu'un de fort caractère, c'est un homme. Là, on devait me répondre pour l'homme. Oui, c'est un homme. Ah, voilà, merci. C'est un homme qui est... Je ne sais pas dire si c'est exactement un conseiller du show business, mais qui fait partie de l'histoire, en fait. Mais qui peut faire partie aussi de l'histoire du spectacle pour le moment. Je le vois avec un chapeau, ou est-ce que quand il fait du spectacle, il a eu souvent un couvre-chef qui a 2 enfants, ou qui a eu 2 enfants. Je le vois souvent avec un costume, ou un uniforme, ou alors un costume de scène, mais qui n'est pas un costume de maintenant. C'est un homme qui a aimé la campagne, qui était souvent en campagne en tout cas, avec les chevaux, avec sa famille. Mais il a été beaucoup connu pour des choses violentes. Est-ce que vous permettez, comme vous nous avez dit beaucoup de généralités et qui sont valables un peu pour tout le monde, d'être plus précise? Est-ce que par exemple, vous pouvez dire si cet homme est vivant toujours ou non? Il me semblerait qu'il n'est pas vivant. C'est dur de m'avancer parce que s'il est vivant, c'est qu'il ne va pas tarder malheureusement. Mais moi, il me semblerait qu'il n'est pas vivant. Quelle est ou quelle était son activité principale? Son activité principale, il a fait beaucoup de théâtre, il s'est fait beaucoup connaître dans le théâtre. En tout cas, c'était aussi un homme d'armée, un homme qui aimait l'armée. Mais il s'est fait connaître, on l'a vu dans des films, il s'est fait connaître aussi par l'armée ou par ce qu'il a symbolisé dans les films dans l'armée en tout cas. Dans la guerre, dans l'armée, il a symbolisé, enfin l'armée, la guerre. Hein. Mais c'était aussi un homme de théâtre, ou qui aimait le théâtre, ça c'est certain, ce que je sens. Bon, je m'arrête de toute façon. Ouais. Bon, alors je vais ouvrir l'enveloppe témoin que m'a remis Gérard Majax. Voici, c'était donc l'enveloppe numéro 2. Que vous pouvez ouvrir aussi, Juliette. Enveloppe numéro 2, Gérard Philippe. C'est étonnant. Hein? C'est vrai, on peut dire qu'il y a des choses étonnantes. Là. Enfin, il y a des choses aussi qui étaient tout à fait à part, mais c'est étonnant quand même. Bon, on va faire autre chose avec Gérard qui a prévu une autre expérience. Est-ce que je sors l'objet maintenant devant vous? Oui, si vous voulez. Très bien. Voilà l'objet. Il est simple. C'est un porte-plume.
Ça vous appartient. Ah. Ah non, attendez, c'est vous qui l'avez porté. C'est moi qui l'ai porté, oui. C'est quelque chose qui a appartenu à quelqu'un qui vous était cher, mais qui vous est cher par un ami. On dirait que cet objet ne vous appartient pas personnellement, qui vous vient de quelqu'un qui vous a été cher. Ça a été mêlé à une certaine aristocratie par rapport à cette personne. Hein. Oui, il y a une certaine aristocratie par rapport à cette personne, dans sa façon altière de se tenir d'ailleurs. Mais je vois mêler aussi un petit garçon là-dedans, un petit enfant. En tout cas, la personne à qui est appartenu, c'était un souvenir cher. C'est comme si ça s'était fait cadeau par une femme, par une femme qui vous était chère ou qui a été chère à quelqu'un. De toute façon, c'est un objet de cet objet ressort beaucoup d'amour. On arrête là? Si vous voulez. Ah. Je pose mon micro, excusez-moi. Pendant qu'Alexandre Balou ouvre l'enveloppe, je peux vous dire que c'est un objet qui m'a été confié par un monsieur que je connais bien, que ça n'a aucun rapport avec une personne que j'aimais beaucoup, déjà. Je vous dis par rapport à quelqu'un, peut-être de quelqu'un Non, pas du quelqu'un aimait tout. C'est bien. quelqu'un que je ne connais pas et c'est quelqu'un qui ne connaissait pas. C'est un collectionneur qui a pu acquérir, qui lui a été donné, mais Alexandre Lire, et ça n'a aucun rapport avec l'aristocratie. Porte-plume ayant servi à Mademoiselle Panetier qui était en une 1945 à Henrichemont dans le Cher pour ses registres de la Croix-Rouge et en particulier des carnets de santé de nourrissons Ah ben des enfants, voilà. et des reçus de pensions de réfugiés. À la fin de la guerre, Mademoiselle Panetier rangea précieusement ce porte-plume et en fit cadeau il y a 10 ans à l'un de mes amis qui me l'a confié pour l'émission Mystère, signé Gérard Majax. Et voilà les reçus écrits Voilà avec les ce reçus. porte-plume, ainsi que l'un des carnets de santé utilisés par Mademoiselle Panetier, qui était une fermière Effectivement. Oui. très connue à Henrichemont et qui... Donc c'est une femme. Oui, mais C'est ça une n'a pas femme. de Ça a rapport rapport avec avec les moi. enfants, puisque c'est un enfant. Non, un enfant, vous avez Oui, dit. eh ben des oui. enfants. Oui, bien sûr, j'ai dit un enfant, mais enfin bon. Je vais vous inviter, Juliette et Gérard, à regagner nos places. D'ailleurs, il y a ici des gens qui s'y connaissent en parapsychologie et je voudrais donner la parole un moment au père Georges Morand. Vous êtes exorciste du diocèse de Paris, entre autres. Je l'ai été. Vous ne l'êtes plus. Je ne le suis plus. Bon. Non, je voudrais simplement avoir votre point de vue sur la voyance. 2 questions. Pensez-vous que ce don de l'esprit humain peut exister? Mais qu'en pense l'Église? Quoi qu'on puisse penser scientifiquement parlant et en historien, qui a un esprit critique, je ne mettrai pas en cause personnellement la réalité de phénomènes de voyance. Et l'Église, à ma connaissance, ne les a jamais mis en cause sur le plan du principe. Deuxième point, tout aussi net, depuis les origines de la révélation juive et tout au long de l'histoire du judaïsme comme du christianisme, la parole de Dieu met en garde avec fermeté les pratiques de voyance et toute tentative pour rechercher ces phénomènes, pour les exploiter, pour y avoir recours en tant que client. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne mets pas en cause des explications scientifiques éventuelles. Vous condamnez le recours à ce don. Je dis, la parole de Dieu nous avertit, attention, danger. Je vais dire encore une, parce qu'il y a un grand malentendu là-dessus. Et je voudrais juste finir en disant que, par exemple, le cardinal d'Ailly, n'est-ce pas, au XVIe siècle, qui avait prévu la Révolution française, que des gens comme saint Thomas d'Aquin, qui disaient que tout être humain était soumis à une influence céleste, mais que les résultats, enfin, je veux dire, l'influence n'était pas absolument inévitable, que le nombre extraordinaire qu'il y a eu d'astrologues, hommes d'église, ça, bon, ils n'ont pas tous été, et les papes, il y a une vingtaine de papes qui ont pratiqué l'astrologie ou qui l'ont permis, qui avaient leur astrologue privé. Donc, alors, est-ce que tous ces gens-là auraient dû être excommuniés? Il faut quand même ne pas oublier l'essentiel. Je voudrais que Daniel Verne nous donne son point de vue là-dessus. Daniel Verne, je le rappelle, est la voyante que la maman d'Aurore avait consultée un jour par hasard avant la maladie de sa fille.
Je trouve que d'abord on fait une de ces mayonnaises ce soir absolument incroyable. Et que c'est vrai que Mme Lervois est une très bonne voyante, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes prêtée à ce jeu, parce que franchement, c'est un peu un numéro de cabaret, l'histoire des... Tout à fait, mais... donc, il faut arrêter. Mais attendez, je finis ça d'abord, Bien sûr. et après vous parlez. Mais c'est vrai que c'est incroyable de mélanger la voyance qui peut tellement aider les gens, parce que c'est ça, la voyance doit aider, on est fait pour ça, pour aider son prochain. Donc, pas du tout pour faire le numéro de cabaret. Oui. Bien, ne nous quittez pas, on va se séparer quelques instants, parce que comme phénomène obscur, ce que vous allez voir après la page de publicité, alors là vraiment, c'est même ce que l'on appelle un cas d'école dans les annales du paranormal. Et puis, dans quelques instants, une grande première, pas seulement un mystère, une grande première en télévision. Le docteur Danier et le docteur Duroux, membres tous les deux de l'Institut Métapsychique International, nous ont apporté ce que je n'espérais pour ma part plus pouvoir regarder, des moulages d'ectoplasme. Vous en saurez plus dans un instant, à tout de suite. Voilà, revenu dans Mystère, nous revoici ensemble pour un bon bout de temps encore, et comme je vous le disais il y a quelques instants, alors là, en matière de mystère, vous allez être servis. On vous a déjà parlé naturellement dans cette émission de Poltergeist, mais alors ce que vous allez voir constitue véritablement un cas d'école dans les annales des phénomènes paranormaux. Regardez. Quelque part en France, dans une petite ville tranquille, eut lieu dans les années 60 l'une des plus célèbres affaires de poltergeist. Le sanatorium de la ville, spécialisé dans le traitement des tuberculoses osseuses, a été l'objet pendant presque 6 mois de phénomènes étranges et insolites. Chaque année, dès les premiers beaux jours, une trentaine de malades viennent suivre des traitements dans ce sanatorium réputé pour son calme et la qualité de ses soins. Ils tentent d'y soigner leur tuberculose, cette maladie qui à l'époque était mortelle. Ce matin de mai, alors que les malades prennent l'air sur la terrasse, ils vont être soudain assaillis par de curieux projectiles. D'où viennent tous ces cailloux? S'agit-il d'un problème de toiture ou d'une farce de mauvais goût? Les infirmiers se précipitent pour conduire les malades à l'abri. À plusieurs reprises, les jets de pierre se reproduiront. Très vite, on les attribua sans les expliquer à une jeune patiente nommée Angelina qui avait un comportement étrange. En effet, tout s'arrêta lorsqu'elle partit. Le docteur Queno, le directeur du sanatorium, s'apprête comme chaque jour à rendre visite à ses nouveaux malades. Bonjour. Depuis le matin, une très jolie jeune fille est dans la chambre qu'occupait Angelina. Elle s'appelle Jacqueline. La jeune fille est très surprise en voyant le docteur Queno, car elle s'attendait à un homme beaucoup plus âgé et beaucoup moins séduisant. Bien. Ben, on va examiner tout ça. Jacqueline est profondément attirée par le docteur Queno. Elle ressent pour lui une attirance qu'elle n'a jamais ressentie pour personne. Très vite, elle n'aura plus qu'une idée en tête, le séduire. You have made my life complete, and Elle cherchait à attirer l'attention de M. Queno. M. Queno était charmant avec tous les malades. Bon, c'est sûr qu'une jeune fille, elle était mignonne. Il s'en intéressait peut-être un peu plus que les autres, mais enfin... Au sanatorium, tout est redevenu tranquille. Comme chaque jour, les infirmiers conduisent les malades dans le jardin, car l'air pur qu'ils y respirent est indispensable à leur traitement. Soudain, ils sont alertés par des bruits étranges tout autour d'eux. Ils réagissent tout de suite, car ils ont reconnu le bruit caractéristique de la pluie de pierres et de cailloux qui s'était déjà déclenchée plusieurs fois quelque temps auparavant.
Cette fois, les malades sont pris de panique. D'où cela provient-il? Pierre Colette, qui habite près du sanatorium, a été témoin de la scène. J'ai vu effectivement des pierres, des jets de pierres comme si on lançait des pierres. On ne peut pas dire qu'on lançait des choses de manière brutale pour toucher les gens. Et ça ne, paraît-il, ça ne touchait personne. J'ai cru pendant un moment que c'était des galets, mais il n'y a pas de galets sur la plage. J'ai cru qu'il s'agissait peut-être d'une plaisanterie ou quelqu'un qui voulait faire du tort à cette clinique. Il y avait des jets assez précis, puisqu'aucun malade n'était touché. Alors si c'était fait par quelqu'un, c'était vraiment dirigé. Les chutes de cailloux devenant de plus en plus fréquentes au fil des semaines, les malades sortent de moins en moins et préfèrent rester dans leur chambre. Personne n'a encore trouvé d'explication au phénomène, mais on a tout de même remarqué que les chutes de pierre se passaient toujours en présence de Jacqueline, comme on l'avait remarqué pour Angelina. Jacqueline aurait-elle pris le relais de la jeune femme? Le docteur Queneau m'a dit « Nous avons cru au début qu'il s'agissait de l'œuvre d'un mauvais plaisant. J'ai été voir les policiers qui m'ont dit « Monsieur Queneau, vous n'êtes pas sérieux, c'est pas possible, c'est une histoire de fou. Enfin, nous verrons. » Le même soir, alors que Claude Bazin est tranquillement dans sa chambre, un fait nouveau va se produire. Pour la première fois, les cailloux tombent à l'intérieur même du bâtiment. Et comme à chaque fois, Monsieur Jacqueline Bazin, n'est pas loin. Excusez-moi, mais j'aurais voulu vous emprunter un livre pour la nuit. Comment expliquer ce qui s'est passé dans la chambre, puisque le malade y était seul et que tout était fermé? On se borne tout simplement à constater dans ces histoires de poltergeist que, en général, les manifestations se produisent quand entre en scène une jeune femme ou un jeune homme souffrant de troubles psycho-affectifs sérieux, ce qui était le cas de l'intéressé. Est-il possible que les sentiments que Jacqueline a pour le docteur Queneau la déstabilisent au point qu'elle provoque inconsciemment tous ces phénomènes? Est-ce parce qu'il est si indifférent à son égard? Alerté par son ami, le docteur Rager, Alain Queneau commence à prendre cette affaire très au sérieux et décide de faire son enquête. Ah, monsieur Bazin. Il paraît que vous avez reçu un caillou? Bah oui, c'est la semaine dernière, la jeune fille qui est arrivée, là, elle est venue m'emprunter un livre. Il y a des témoins? Comment ça? Témoin, je suis seul témoin. Ouais, le caillou. Il était extrêmement perplexe. D'abord, il a cru que ces jets de pierre étaient l'œuvre de mauvais plaisants ou de malades mécontents. Et puis, ayant posté ses sentinelles, ses hommes à lui, il s'est rendu compte que cette hypothèse ne tenait pas la route. Au sanatorium, chacun tente d'oublier les phénomènes. Pourtant, le personnel médical a pour ordre de surveiller discrètement les moindres faits et gestes de Jacqueline. Mais pour la jeune fille, une seule chose compte, la visite quotidienne du médecin. Allez. Bien, allez. On va enlever tout ça. Le docteur Queneau continue le traitement de Jacqueline comme si de rien n'était. Mais il est de plus en plus surpris par les regards étranges et insistants de la jeune fille. Il se demande de plus en plus si elle n'est pas à l'origine des phénomènes. Alain Queneau fait alors appel à Robert Tocquet, professeur à l'école d'anthropologie et président de l'Institut Métapsychique International, un centre d'études scientifiques qui se penche plus particulièrement sur les phénomènes paranormaux. Le docteur Queneau était très intéressé par ces phénomènes parapsychologiques, et c'est ainsi qu'il avait demandé, d'une part, des enquêtes par des spécialistes, comme le professeur Tocquet de Toulouse, par la gendarmerie et par la
En fin de journée, pour se détendre, les malades ont l'habitude de se retrouver au centre de loisirs du sanatorium. C'est leur moment préféré car en s'y distrayant ensemble, ils oublient la gravité de leur maladie. Mais depuis quelque temps, la présence de Jacqueline les dérange. On dit que c'est elle qui provoque les chutes de Pierre et ils commencent à en avoir peur car ils se demandent si elle n'est pas possédée. Ce jet de pierre n'était possible qu'en présence d'un sujet et en son absence, il ne se produisait rien. Si bien que les autres malades, parce qu'il était malade également, et les autres malades la soupçonnaient fortement de lancer des pierres. Maintenant, tout le monde est persuadé que Jacqueline est à l'origine des phénomènes et personne ne veut plus lui parler. On l'observe comme une bête curieuse, on la tient à l'écart des conversations et la jeune fille semble souffrir de cet isolement forcé. Dans le cadre de son enquête, Robert Toquet interroge longuement Jacqueline. Est-ce que vous connaissez des gens qui seraient capables d'être les auteurs de ces jets de pierre? Je ne vois pas, non. Mais en dehors de la clinique, peut-être fréquentez-vous des garçons qui seraient capables de vous en vouloir pour une raison ou pour une autre? Non, j'ai bien rencontré des garçons sur la plage, mais pas des blousons noirs. Je n'ai pas dit que c'était des blousons noirs, mais... Cette jeune fille aimait bien qu'on s'occupe d'elle, elle aimait bien attirer l'attention sur elle. Et elle semblait assez satisfaite qu'on l'interrogeât sur tout ce qui se passait. Au sanatorium, les phénomènes ne cessent de s'amplifier, créant chez les malades une véritable psychose. Dans les jours qui suivirent, la taille des pierres, la force avec laquelle elles tombaient sur les malades, ainsi que leur quantité, ne cessa d'augmenter. Et cela devenait de plus en plus inquiétant. Pourtant, personne n'était jamais blessé. Ce jour-là, l'un des patients semble avoir repéré d'où proviennent les jets de pierre. Aussitôt, le docteur Queneau, le professeur Toquet et une infirmière se précipitent à l'endroit indiqué par le malade. Il s'agit d'un étage désaffecté et normalement, les portes et les fenêtres sont fermées à clé. Quelqu'un s'y serait-il introduit ? Mais il découvre avec stupéfaction que personne n'a pu entrer dans la pièce. Si personne n'a pu monter par là. Il y avait des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, mais qui se produisaient, c'est certain. Si M. Toquet s'y est intéressé, c'est que quand même, c'était un éminent professeur qui avait quelques raisons de le faire. Il est venu à la clinique passer une nuit, justement, pour écouter ces bruits divers que certains malades entendaient la nuit. Nous l'avions installé dans une chambre qui attenait presque, je crois, me semble-t-il, la chambre dans laquelle se trouvait cette malade. À 4h du matin, j'ai eu 4 coups frappés à ma porte. Au 3e, j'ai ouvert la porte et le 4e coup retentit alors que je tenais la porte. Le professeur Toquet veut s'assurer que Jacqueline est bien dans sa chambre. N'ayant pas de réponse, il considère qu'elle dort tranquillement. Enfin, la saison est finie et les cures s'achèvent. Les malades vont tous partir dans quelques jours et tout le monde est rassemblé sur la terrasse pour recevoir les derniers conseils du docteur Queneau. Au fond d'eux-mêmes, ils sont tous soulagés de quitter cet endroit qu'ils croient maudit, mais pour Jacqueline qui part le jour même, c'est une déchirure. Jamais elle n'oubliera le docteur Queneau. Jusqu'au dernier moment, tout le monde a peur que les jets de pierre inexpliqués se déclenchent à nouveau. Car maintenant qu'ils ont la certitude qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, ces pierres qui surgissent de nulle part leur paraissent encore plus terrifiantes.
Eh bien, la conclusion de l'enquête, elle a été assez claire, je crois. Il a été démontré que c'était une jeune femme, je crois qu'elle s'appelait Jacqueline R., qui souffrait de troubles psycho-affectifs, qui semblait bien être la personne déclenchant les phénomènes, ou du moins polarisant les phénomènes. De nombreux médecins et plus de 30 personnes ont été témoins de ces phénomènes. Dès que Jacqueline quitta l'établissement, il cessèrent totalement. Aujourd'hui, ce sanatorium n'existe plus. Mais comment expliquer les événements étranges qui sont venus troubler sa tranquillité pendant toute une saison? Le plus surprenant reste qu'une autre jeune fille, avant Jacqueline, semblait déclencher les mêmes phénomènes. Est-ce une coïncidence? Ou Jacqueline a-t-elle, sans le savoir, pris le relais? Et elle aussi, perturbée par les sentiments qu'elle éprouvait pour le docteur, aurait inconsciemment provoqué ces jets de pierre surgis de nulle part. Bien, ça n'est pas la première fois que Mystère traite de ces phénomènes dits de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits frappeurs. En l'occurrence, il s'agissait de jets de cailloux. Docteur Duroux, c'est un cas que vous connaissez bien, que vous avez étudié. Il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de choses écrites là-dessus, sur cette affaire. Est-ce que pour vous la cause est entendue? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut effectivement admettre, même si on ne le comprend pas, que ce soit cette jeune fille qui était à l'origine de ces phénomènes? Disons que bon, là on a affaire à un poltergeist de laboratoire en quelque sorte, dans la mesure où il s'est passé dans une clinique avec les autorités médicales, les autorités dans tout autre domaine, des autorités morales qui ont constaté ces phénomènes-là. Mais c'est vrai qu'avant de poser une hypothèse beaucoup plus aléatoire, religieuse, voire satanique, il est quand même plus simple d'étudier l'homme avant tout, qui est sur place, en l'occurrence c'est une femme, et d'étudier son psychisme, d'étudier son cerveau, dans la mesure où c'est le plus merveilleux outil de la création et qu'on l'a à notre disposition. Et qu'actuellement, la technique de pointe permet d'étudier le cerveau, de le filmer dans toutes ses activités. Mais c'est clair que le psychisme de certains sujets est propice à ces phénomènes-là. Ça n'a jamais été fait. Alors, quand on trouve un sujet, comme disent les parapsychologues, un sujet doué, qui a des pouvoirs psy et des pouvoirs de psychokinèse, c'est-à-dire une influence du mental sur la matière, on n'a jamais encore pu, au moment où il produirait ces phénomènes, aller regarder quelles sont les lampes qui s'allument dans son cerveau. Disons que dans ce cas, c'est un poltergeist sauvage qui se produit de façon non répétitive. Ce qu'on cherche à trouver, c'est c'est des sujets relativement rares. Il y en a eu une petite poignée en Europe, et notre président Ali Ami, le docteur Barry, se trouvait en Chine à l'Institut physique des hautes énergies à Pékin, lorsqu'il y a eu une campagne de dépistage sur toutes les provinces chinoises de médiums, sorciers, guérisseurs, et on a trouvé une petite poignée de sujets doués, et parmi lesquels il y avait un super champion qui était capable à volonté d'agir sur la matière à distance. Ça prouve que sur 1 milliard d'individus, on a trouvé un champion du monde. Et dans toutes les catégories, il y a eu il y a quelque temps un film qui s'appelait Le Grand Bleu, il y a quelque temps, qui montrait Jacques Mayol et Enzo Molinaro qui faisaient de l'apnée sur plusieurs minutes, presque 6 ou 7 minutes. Très peu de gens sont capables dans ce domaine-là de faire ces choses-là. Donc il y a des catégories différentes et des champions du monde de leur catégorie. L'histoire que l'on vient de voir, on voit une jeune fille prendre le relais d'une autre et déclencher les mêmes phénomènes. Est-ce que cette coïncidence est complètement fortuite, ou est-ce que l'on peut y trouver en quelque sorte une logique dans cette succession de phénomènes identiques déclenchés par deux jeunes filles différentes? En matière de psychologie, je laisserai la réponse au docteur Danier. Ce que l'on peut dire à ce sujet, c'est qu'il n'y a jamais une seule personne. Bon, en l'occurrence, il y avait Angelina ou Jacqueline, mais on est un peu comme dans une thérapie familiale, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui est au cœur du sujet, mais ça se comprend dans un ensemble, dans un groupe, et c'est l'interaction des individus dans le groupe qui peut créer le phénomène. Bien, je vous avais promis une grande première. Le docteur Danier, psychologue, chercheur, membre de l'Institut Métapsychique International à Paris, et le docteur Bruno Duroux nous ont apporté ce que vous allez voir à l'instant. Ça ressemble bien entendu à des moulages, à des morceaux de sculpture. En fait, ce sont des moulages d'ectoplasme. Alors là, ça nécessite quelques explications. Le spiritisme a généré une apparition de médiums qui étaient des médiums dits à extériorisation.
Alors, ces moulages ont été faits dans le laboratoire de l'Institut métapsychique international à l'époque, donc il n'y avait pas de trappe. Cela, il date des années 21, exactement, 21 et 22. Il y avait donc un filtrage des individus. Je passe sur les protocoles très précis au niveau de l'expérience, et il s'agissait en l'occurrence de séances scientifiques. Alors devant le groupe de scientifiques, le médium rentrait en transe. Il y avait alors l'ectoplasme qui sortait par les orifices naturels du médium. C'est-à-dire quelque chose qui sortait par le nez, par la bouche, pour les femmes au bout des seins, entre les doigts, donc qui s'extériorisait. Cette substance était comparée par les opérateurs de l'époque par du blanc d'œuf et qui prenait une apparence. Alors souvent les apparences étaient des membres humains, comme on en a l'expérience, mains en général, visage, pieds ou un chien ou un être complet, dans lequel il suffisait de couler du plâtre pour avoir le moulage. Alors celle-là est intéressante. On dirait une main d'enfant. Ça c'est une main de femme, ça c'est une main petite, mais morphologiquement ce n'est ni une main d'enfant, qui est effectivement une petite main, ni une main de nain, parce que les mains de nain ont des déformations morphologiques. C'est une main, quelque chose qui n'existe pas dans la nature, c'est une main d'adulte en réduction. Donc c'est quelque chose ce que vous dites tendrait à établir l'origine paranormale, parce qu'une main d'adulte ça n'existe pas dans la nature. Je vous invite à regagner la place. Regardez bien ces pièces, ce sont des pièces quand même très très rares, elles sont dans un coffre à la banque, j'imagine. Tout à fait. Hein? Gérard, pour vous, je pense que les vrais mystères qui nous intéressent et qui peuvent rapprocher les humains, c'est peut-être pas tout à fait. C'était quoi? C'était de la substitution pour vous, la tricherie, alors? Il y a tout un processus. Il faut voir le protocole, c'est très compliqué. Il faudrait rentrer dans le détail du protocole, mais je verrai ces messieurs après pour leur en parler. Ah oui, comme ça les téléspectateurs ne bénéficieront pas de votre conversation. Parce qu'il faut faire des dessins, c'est difficile. Je voudrais revenir à notre sujet précédent, qui est donc le sujet des poltergeists. Et je voudrais y revenir en vous présentant une affaire qui intéressera très certainement le père Morand en tant qu'ancien exorciste du diocèse de Paris. C'est ce que l'on appelle l'affaire Tina Resch. La voici. Tina est née le 26 octobre 1969 à Columbus, dans l'Ohio. Abandonnée par sa mère, elle fut placée à l'âge de 10 mois dans une famille d'accueil chez John et Joan Resch, qui l'adoptèrent bien qu'ils aient déjà 5 enfants à charge. C'était une petite fille très gaie, mais par moments elle piquait de violentes crises de nerfs et à l'âge de 8 ans, le médecin l'a mis sous calmant. Très vite, l'institutrice commença à se plaindre de Tina. L'institutrice disait que Tina lançait des gommes, des stylos et ça commençait à poser des problèmes à l'école. Donc je lui ai demandé si elle avait vu Tina en train de le faire et elle m'a répondu que non, mais qu'elle était sûre que c'était Tina la coupable. L'institutrice faisait toute une histoire pour me faire prendre mes médicaments. Elle me faisait sortir de la classe devant tout le monde, au lieu de me les donner discrètement. Les enfants de sa classe, voyant l'institutrice lui donner des médicaments, commencèrent à penser que Tina était folle, et la situation devint vite invivable pour la fillette. Alors ses parents décidèrent de la retirer de l'école et de lui faire suivre une scolarité à domicile. Puis, dès que Tina fut en âge de le faire, elle s'occupa avec sa mère des orphelins que ses parents recueillaient en attendant qu'ils trouvent une famille adoptive. Du fait qu'elle ne suivait pas de scolarité à l'extérieur, Tina n'avait pas d'amis et ne quittait jamais sa famille. Asseyons-nous là, mon chéri. Et nous voilà servis. Je sais que c'est ce que tu préfères. C'est un matin de mars 1984, alors que la vie suit paisiblement son cours chez les Resch, que vont se déclencher de curieux phénomènes. Pourtant, ce jour-là, tout semble tranquille et normal. Les aiguilles se sont mises à tourner toutes seules très vite. La lumière de la cuisine s'est allumée. Je ne savais pas ce qui se passait. Tu as allumé la lumière? Non, j'étais dans l'autre pièce. Tu veux bien l'éteindre, s'il te plaît? Allez, tu veux marcher? Tina, tu veux arrêter ce petit jeu? Au début, Madame Resch pense que Tina lui fait une farce. Mais la suite des événements va lui prouver qu'il n'en est rien. J'ai décidé d'éteindre la télévision. Je l'ai fait, mais l'image et le son étaient encore là. Alors je l'ai débranchée
Mais ça a continué quand même. Bientôt, tous les appareils électriques de la maison se mettent à fonctionner tout seuls. Et lorsque John Resch rentre de son travail, quelques heures plus tard, rien ne s'est encore arrêté. John! Qu'est-ce qui se passe ici? Je l'ai éteinte, mais ça continue. Tu plaisantes, t'as essayé tous les boutons? Oui, j'ai tout essayé. Je pense qu'il doit y avoir un problème électrique. Le broyeur s'allume, le micro-ondes s'allume. John pense qu'il s'agit peut-être d'un problème d'électricité et décide d'appeler immédiatement l'électricien qui est un de leurs amis. Il y avait une espèce de hurlement sur la ligne. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. C'était si fort qu'il était impossible de parler dessus. On a été obligé d'interrompre notre conversation et d'attendre que ce hurlement diminue pour pouvoir recommencer à parler. C'était comme si on avait voulu nous empêcher de communiquer. Tu penses que ça vient de là? Oh, en tout cas, c'est là qu'il faut vérifier en premier. On va voir si les plombs sont... L'électricien vérifie le compteur et constate que tout est apparemment normal. Bon, il y avait un problème ce matin, mais ça a l'air d'aller maintenant. Si ça se reproduit, tu me rappelles, n'hésite pas. Bien sûr, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Mais dès que Bruce passe la porte, l'étrange phénomène recommence. Papa! Bruce! Bruce pense que c'est Tina qui leur fait une farce. Il y a un interrupteur pour ça? Oui, juste là. Bah, c'est allumé. Bien sûr que c'est allumé. Mais où est le problème? Si l'interrupteur marche, la lampe est allumée. C'est ça le problème. Les interrupteurs et les lampes s'allument et s'éteignent tout seuls. Ça fait ça tout seul? Oui. Tina! Non, j'ai rien fait. Arrête. J'ai pas bougé, j'ai rien à voir avec tout ça. D'accord, j'ai une idée. On va vérifier. Pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un canular, Bruce va scotcher tous les interrupteurs du salon. Puis tout le monde attend pour voir si quelque chose se passe. Et soudain, alors que John et lui sont près d'un autre interrupteur... Voyons ce qui se passe. C'est allumé. La lampe du hall. Le scotch était parti, l'interrupteur était en sens contraire, et on n'a pas retrouvé le scotch. J'ai vu un phénomène que je ne pouvais pas expliquer, et je me suis creusé la tête. Oui, j'ai eu peur, je dois avouer que j'ai eu peur. Je n'avais pas peur pour ma vie, non, c'était pas ça, mais ce qui était effrayant, c'était de penser que quelque chose d'autre qu'une main humaine avait été capable de faire ça. Après le départ de Bruce, les Resch, malgré un vif sentiment d'inquiétude, essaient de reprendre le cours normal de leur journée. Pourtant, très vite, cela va leur devenir impossible. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ça? T'as vu ça? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a poussé ma chaise. Oui, comme pour la chaise du bébé. J'ai senti quelqu'un me pousser. Je te dis que j'ai senti une présence derrière moi. Il y a des choses bizarres qui se passent ici. Moi, je vous le dis, des choses étranges. Vous avez entendu? Quelque chose s'est cassé. Tout ça commençait à l'énerver. Il avait du mal à l'accepter. Et Tina disait, on va me reprocher ça aussi. En l'espace de quelques heures, on ne pouvait même plus marcher dans la pièce. Elle était pleine de verre. Les Resch constatèrent que dès que Tina quittait la maison, les phénomènes cessaient. Quand je partais de la maison, tout était calme jusqu'à ce que je revienne. Quand je dormais et que j'étais absente de la maison, il ne se passait jamais rien. Le lendemain matin, les phénomènes reprennent de plus belle, à tel point que les Resch, qui ont constaté que cela ne leur faisait jamais de mal, commencent à s'habituer. Pourtant, ils sont au fond d'eux-mêmes excédés de ce qui leur arrive, ne voyant pour l'instant aucune solution à leurs problèmes. Ils sont loin de se douter à cet instant de ce dont ils vont être témoins quelques secondes plus tard. Tina, mets les œufs au réfrigérateur, s'il te plaît. Ils s'écrasaient au fur et à mesure. Alors on les a remis au réfrigérateur pour n'en prendre qu'un seul à la fois. Mais les œufs sortaient à travers la porte. Après le petit déjeuner, la cuisine était un véritable champ de bataille.
Je ne savais pas quoi penser. Je me suis mise à lire des livres sur le diable et je me suis dit, c'est ça, ça doit être ça. Ou alors c'est la maison qui est hantée. Les Reich font alors appel à un prêtre pour exorciser la maison. Mais sa visite et ses prières ne changeront rien. J'étais malade, j'avais mal à la tête et tout le temps des crampes d'estomac. Les gens essayaient de me dire que j'étais possédée, ça me faisait peur. Je venais juste de faire ma confirmation. Et avec tous ces gens qui me disaient possédée, je devenais folle. Je commençais à les croire, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal en moi. Un médecin examina Tina et ne trouva rien d'anormal malgré ses nausées et ses migraines presque permanentes. Pourtant, chez les Reich, les phénomènes continuent. En désespoir de cause, John Reich a appelé un journaliste pour lui demander conseil. Peut-être a-t-il vu des cas semblables au cours de ses enquêtes. Le journaliste, curieux et un peu amusé, est venu avec un photographe. À cet instant, ils sont tous deux très sceptiques et ne savent pas ce qui les attend. Quand c'est arrivé, qu'est-ce que tu as ressenti? Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai mis mon appareil devant mes yeux avec le doigt sur le déclencheur. J'ai attendu. Et au bout de 25 minutes, ma main commençait à fatiguer et rien ne se passait. Vous n'avez besoin de rien? Donc j'ai baissé l'appareil photo. Je regardais d'un côté et le téléphone est parti de l'autre. Qu'est-ce que ça nous indique? Quelle que soit cette chose, cette force ou je ne sais comment l'appeler, elle savait que j'avais un appareil photo. La force ne voulait pas qu'on la photographie. Alors à partir de là, j'ai mis l'appareil devant mes yeux pendant 5 minutes. Et puis très doucement, tout en laissant mon doigt sur le déclencheur, j'ai regardé ailleurs. Gagné. J'ai appuyé et voilà comment a été prise la photo que le monde entier a vue. Cette photo est l'une des rares au monde représentant un tel phénomène pris sur le vif. Je n'ai pas vu Tina toucher l'objet, le déplacer ou l'aider à bouger. C'est tout. Voilà ce que j'ai vu. Comment je l'explique, je ne sais pas. La photo est publiée et la nouvelle se répand vite. Tina devient une sorte de star. On écrit même un livre sur son histoire. Malheureusement, les phénomènes ne se calment pas pour autant. C'est alors que William Roll, de l'université de Duke, en Caroline du Nord, entend parler de ce cas. Ayant constaté lui-même de nombreux phénomènes chez les Reich, il fait subir à Tina toute une série d'examens et constate qu'elle est beaucoup plus sensible aux énergies électriques que la moyenne des gens. Ce qui s'est passé chez les Reich est l'expression du sentiment de malaise de Tina. Selon moi, il n'y a pas tellement de différence entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Les deux sont mêlés, disons, indissociables. Et dans le cas de Tina, ces énergies étaient plus fortes que pour la plupart d'entre nous. J'ai l'impression que tous les gens qui sont au courant de cette histoire me regardent comme si j'étais folle, comme si j'étais différente et encore aujourd'hui. Parce que je ne peux pas cacher mon passé à tout le monde. Il est là, bien visible. Je me sens très vulnérable à cause de ça. Aujourd'hui, ces étranges phénomènes se sont arrêtés. Presque 10 personnes en ont été témoins et il en existe même une photo. Mais comment les expliquer? Tina a-t-elle été la victime innocente d'une possession démoniaque ou a-t-elle inconsciemment le pouvoir d'agir sur son entourage et de déplacer des objets à distance sans même les toucher? Eh bien, la question essentielle vient d'être posée à la fin de ce film, et c'est pour ça que je me retourne vers le père Morand. Pensez-vous que le psychisme humain soit capable de produire des phénomènes de ce genre? Vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais enfin, c'est une chose acquise pour vous. Oui, dans une certaine mesure, et dans la mesure où les scientifiques en feront la preuve. Ça ne me semble pas encore le cas. Pour l'instant, j'attends le résultat de leurs études scientifiques. Mais je n'exclus pas que une expérience scientifique sérieuse puisse parvenir à élucider certains phénomènes de télékinésie. Je n'en dis pas plus. Et dans votre expérience d'exorciste,
est-ce que vous avez été amené à intervenir dans une maison ou sur quelqu'un autour duquel se produisaient des phénomènes analogues? J'ai connu plusieurs phénomènes de ce type-là. L'un des plus spectaculaires étant le cas de taches d'eau qui apparaissaient sur la moquette d'une pièce périodiquement. J'arrive dans une rue connue dans l'histoire de France. Il s'agit de la rue Lauriston, de trop célèbre mémoire. Vous voyez à quoi je pense. Gestapo. Bien. Le mari m'explique, excusez, nous sommes vraiment à la veille de déménager, on ne sait plus à quel sens jouer. Enfin, on a tout fait. Et ces flaques d'eau qui apparaissent, ces taches d'eau qui apparaissent sur la moquette, dans la chambre où travaille le gamin, sans aucune explication. Alors, le gamin travaillait à sa table de travail dans la pièce en question. J'étais dans l'autre pièce, la porte était ouverte. Et j'étais dans le fauteuil en face du gamin. Et je voyais bien qu'il était seul dans la pièce. Et la maman me dit, mon fils me prévient qu'il y a de nouveau une tache d'eau. 3 minutes avant, j'étais passé là, il n'y en avait pas. J'avais vu le gamin qui était seul dans la pièce, il n'y avait pas d'animaux, rien. Je me suis dit, c'est quand même étonnant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors j'ai posé la question bête, y a-t-il des gens qui vous en veulent? Bon, apparemment non. Puis finalement, ils nous ont dit, si peut-être, il y a effectivement tel événement, il y a quelqu'un qui voudrait nous faire déménager. J'entre dans la prière, je bénis la maison, je fais l'exorcisme, et 3 mois plus tard, je reçois une lettre de la belle-mère me remerciant chaudement du jour où j'étais venu et où j'avais prié et fait l'exorcisme sur la maison. Les taches d'eau avaient disparu. Sylvain Michelet, est-ce que vous retrouvez dans ces affaires ce qui est votre explication favorite au poltergeist? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le tissu de liens qui se crée dans une famille, très souvent dans les cas de poltergeist, on désigne comme Tina Gresh, c'est l'adolescent coupable. Bon, qu'est-ce que c'est que l'adolescent coupable? Ce n'est rien d'autre qu'un fusible qui disjoncte. Qui dit fusible dit circuit, et le circuit, c'est les relations de la famille. Il faut voir que le poltergeist, dans certains cas, a une véritable valeur positive, dans la mesure où il est très souvent le signe, le moyen pour la famille de provoquer un appel d'aide. C'est-à-dire que ce sont très souvent des familles qui ne peuvent pas aller voir quelqu'un pour leur demander conseil et qui, en projetant le problème sur les murs d'une façon qui est absolument insupportable, s'obligent elles-mêmes à se remettre en question. Et là, le poltergeist est intéressant. Avant de nous séparer, et le père Morand évoquait la Gestapo, la rue Lauriston de sinistre mémoire, il se trouve que les Français vont célébrer le 50e anniversaire du débarquement bientôt et se souvenir à cette occasion d'événements qui ont laissé des traces encore très très vives dans beaucoup de mémoires en France. Eh bien justement, l'histoire que je vous propose avant de nous quitter, qui est une très belle histoire mais très douloureuse aussi, c'est l'histoire que nous appelons, nous, à Mystère, l'histoire de la maison qui n'oublie pas. Et cela laisse à penser que certaines demeures aussi peuvent garder la mémoire du passé. Depuis plus de 5000 ans de par le monde, des témoins affirment avoir vu des fantômes. Des âmes qui n'ont pu trouver le repos hanteraient les lieux où elles séjournaient de leur vivant et viendraient troubler nos nuits. Avant qu'il m'arrive d'être confronté à ce phénomène, je n'avais jamais rien lu d'important là-dessus, des articles de journaux, des choses comme ça. J'avais écouté quelques émissions de radio ou quelques émissions de télé, mais rien de bien précis. Je ne m'étais pas préoccupé de ce genre de manifestations. Avant d'y être moi-même confronté, avant de les vivre moi-même, non. Des lieux qui ont été marqués, des lieux qui ont été le théâtre d'événements violents ou très graves, peuvent peut-être par un phénomène d'onde avoir gardé une mémoire, ça certainement. Et peut-être cette mémoire peut se retraduire par une image. Certaines demeures, certains lieux garderaient-ils la mémoire du passé? La famille Burgel en est maintenant persuadée. C'est en 1987 que Josiane Burgel fait découvrir à son mari une magnifique maison qu'elle vient de visiter. C'est celle-là. Alors tu vois, déjà d'ici elle paraît grande, mais alors dès que tu arrives à l'intérieur, c'est formidable. Il y a un grand vestibule, j'ai dû attendre que tu vas faire ton bureau. Il y a un salon avec un... Tout de suite, Patrick Burgel se sent attiré par la maison et le parc.
Mais en même temps, il ressent une impression bizarre. Ma femme avait visité cette maison et avait eu le coup de foudre. Et quand j'ai voulu la visiter, les propriétaires étaient partis en voyage. Je l'ai donc découvert du haut des remparts du château de Montbazon, dans sa totalité, la maison et le parc. Et là, j'ai eu une espèce de malaise, une espèce d'ivresse. La maison m'appelait, me disait « Viens, je t'attends, tu as quelque chose à faire ici. » Alors? Achetons-la. Et tu l'as pas visité? C'est pas la peine. Josiane a emménagé dans la maison pendant que Patrick, qui est comédien, était en tournage. Il va donc découvrir la demeure pour la première fois. Ah, je le savais. La famille est installée depuis quelques jours et c'est avec fierté et enthousiasme qu'ils lui font visiter ce merveilleux endroit. Attendez que je regarde. Papa, viens! Les Burgel ont enfin trouvé la maison de leurs rêves et ils ne se doutent pas de l'épreuve terrible qui les attend. La vie peut basculer sans qu'on s'y attende, sans qu'on soit préparé. Notre vie peut basculer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'il faut apprendre à connaître. Quel lourd secret cache les murs de cette demeure? Une nuit, Rebecca, la seconde fille des Burgel, est perturbée dans son sommeil. Des voix semblent l'appeler, semblent vouloir la réveiller. Et tout à coup, une force invisible s'attaque à elle, comme si elle voulait prendre possession de son corps. Jamais l'adolescente n'avait ressenti une telle violence. Ce n'est pas un cauchemar. Rebecca lutte de toutes ses forces. Paniquée, elle parvient à se dégager et se précipite dans la chambre de ses parents. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un dans ma chambre. J'avais vraiment l'impression qu'il voulait entrer en moi et prendre mon corps, en fait. C'était prendre mon enveloppe charnelle. C'était surtout ça. Donc à ce moment-là, moi, je mourais. En fait, tout ce qui était intelligence, mourait. Donc, moi, évidemment, mais j'ai lutté. J'ai vraiment eu l'impression de lutter. Je priais comme une folle. Je disais, mais vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Et c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Les phénomènes étranges ne font que commencer. La mère de Patrick est venue passer quelques jours chez son fils. Dès le premier matin, elle est réveillée par une étrange sensation. Quelqu'un l'observe. Une petite fille barbouillée de confiture est assise au pied du lit. Est-ce un rêve? Madame Burgel ne le croit pas. Elle est bien éveillée. Et la fillette apparaît mystérieusement tous les matins. Depuis qu'il habite dans cette maison, Patrick est matinal. Il aime bien se lever tôt et profiter de la maison pendant que tout le monde dort encore. Il ne se doute pas que ce matin-là, sa famille va lui faire d'étranges révélations. Josiane, elle aussi, va être tirée de son sommeil par une mystérieuse apparition qui va la bouleverser. On pense qu'il y a comme ça un fantôme, donc une silhouette, un personnage qui tout d'un coup surgit et hop, disparaît. Mais c'est plus que ça, c'est toute une atmosphère. Hein. J'aurais presque pu la toucher. Elle était vraiment en relief, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas une image, c'était une petite fille là, en chair et en os. J'étais très très émue après. Ça fait plusieurs jours qu'elle est sur le piano. Pendant ce temps-là, la mère de Patrick lui raconte que tous les matins, une petite fille apparaît dans sa chambre. Il ne prend pas cela très au sérieux et essaie de la rassurer. Et à ce moment-là, Josiane entre dans la cuisine. Tu sais, chérie, ce que me raconte maman? Elle me dit qu'elle voit tous les matins une petite fille au bord de son lit. Je n'osais pas te l'avouer, mais ça fait 3 fois que je vois quelque
quelque chose au pied de mon lit, une forme, une jeune femme. Tu vois, je suis pas folle. Alors là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est que cette maison qu'on a achetée? Bon. Il s'est passé peut-être une journée ou deux, je ne sais plus. Et puis un soir, vers 11h, je n'arrivais pas à dormir. Je rallume ma lampe de chevet. Mon épouse ne dormait pas non plus. Je lui dis, dis donc, j'ai acheté un roman policier ce matin. Où est-ce que j'ai mis? Elle me dit, sur la table du salon. Patrick descend au salon. Et lorsqu'il y pénètre, il est soudain confronté à un phénomène extraordinaire. Il n'y a plus de doute, la maison est hantée. Cet homme avait le visage complètement mangé par une barbe de 8 jours. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est son regard. Il avait un regard entièrement de détresse. C'était une tristesse infinie qui, en une seconde, puisque cette vision n'a duré peut-être qu'une seconde, pas plus, m'a complètement bouleversé. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, des voisins, à des gens âgés, des vieux Montbazonnais. C'est en parlant avec l'une de ses voisines qu'il apprend qu'un drame terrible a eu lieu dans cette propriété. En 1942, pendant l'occupation, les Allemands avaient réquisitionné la maison pour y installer la commandanto. Les SS avaient eu connaissance d'un réseau de résistance qui aidait les Juifs à passer en zone libre. La maison servait d'étape de transit. Cette même nuit, la maison fut mise à sac car les Allemands voulaient des noms. Il fallait trouver qui avait aidé de nombreuses familles portant l'étoile jaune à s'échapper vers la liberté. Ce soir-là, une famille juive n'a pu être avertie à temps. Je crois que c'est ici. Tu crois? J'ai pas eu ça. Ça va, Sarah? Ja, was wollen Sie? Toute la nuit, les voisins entendront des cris terribles. Vous avez tort de ne pas parler, monsieur Rosensky. Les fantômes qu'ont vus les Burgel sont-ils ces trois personnes qui ont trouvé la mort durant cette horrible nuit de 1942? Vous avez tort. Ça finissait par être vraiment très envahissant. Et on se disait, oui, il va falloir partir. Et puis, je dirais Dieu merci, on ne l'a pas fait. Je pense que c'est toujours un appel au secours. C'est ce que j'ai compris, c'est peut-être ce qui m'a donné la force de rester dans cette maison. C'est-à-dire que j'ai ressenti comme un appel au secours. Patrick ne parvient pas à oublier ce que lui a raconté la voisine. Chaque soir, il a pris l'habitude de s'asseoir sur le canapé, attendant de revoir l'homme triste qu'il a aperçu à cette même place. Il est obsédé par son visage et s'identifie de plus en plus à lui. Qui vous a donné l'adresse de la maison? Dans son rêve, c'est Patrick qui est confronté au SS. Comme l'homme au visage triste, il est torturé. On lui demande des noms. Qui vous a donné l'adresse? Je vous emmerde. Puis l'instant d'après, on le précipite en bas d'un escalier.
Je me suis dit, cette cave, c'est ma cave. Dans le fond, on n'avait pas été y faire un tour parce que c'était tout un bric-à-brac de choses cassées. La première chose que j'ai fait le lendemain, j'y suis descendu. Mais il n'y avait pas un truc intact. C'était des morceaux, c'était des bras de fauteuil, des dossiers de chaises, et j'ai quand même été fouillé là-dedans. Et là, Patrick va faire une découverte étonnante. Une vieille mallette contenant un chandelier à 7 branches et un livre de prières hébraïques. Dans ce livre, une carte avec une adresse à Paris et un nom, Shlomo Rosinski. Patrick s'est rendu à l'adresse indiquée, et c'est avec émotion qu'il a appris que Shlomo Rosinski était toujours en vie. Le vieillard est bouleversé. Il reconnaît le chandelier, la menorah qu'il avait offert à son neveu Simon avant la guerre. Alors il a pris la menorah et il me dit, vous savez, cette menorah, elle est depuis des siècles dans ma famille, on se l'est transmise de fils en fils, de fils aîné en fils aîné. Shlomo se souvient qu'il avait offert la menorah à Simon quand il avait 13 ans. Il l'avait donc emporté avec lui lorsqu'il essayait de passer en zone libre avec sa femme et sa fille. Après la guerre, Shlomo a essayé de retrouver son neveu, mais personne n'avait eu de ses nouvelles depuis 1942. On perdait sa trace à Montbazon. Quand le vieillard a appris que Patrick avait été élevé dans la religion juive, il lui a donné le chandelier à une condition: allumer les bougies à chaque fête juive pour que les âmes de Simon et de sa famille puissent trouver la paix et les chemins de l'éternité. Au fil des mois, Patrick n'a pas failli à son devoir. Peut-être ses prières allaient-elles aider Simon. J'étais celui qu'ils avaient décidé d'investir de la mission. Et finalement, je crois que quand du haut des remparts, j'ai senti que la maison m'appelait, à travers la maison, c'était surtout cette famille juive qui m'appelait. Il fallait qu'on vienne dans cette maison, ça c'est évident. C'est évident, oui. Et nous, c'était une expérience difficile, mais qui nous a ouvert en fait sur des tas de choses. Et je crois que ça nous a rendus plus tolérants. Le temps a passé et les fantômes se sont fait de plus en plus rares. Puis un jour, Patrick a eu la certitude qu'il n'avait pas brillé en vain. Pour la première fois, les fantômes lui apparaissent dans le jardin. Il semble s'éloigner de la maison et la fillette lui dit adieu en souriant. Il ne les reverra plus jamais. Patrick a-t-il vraiment aidé Simon et sa famille à trouver le repos éternel? Voilà ce mystère, le 19e, si mes souvenirs sont exacts. Ce mystère est terminé. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous souhaite une excellente nuit et on vous dit à la rentrée. Thank you.